Alors, le cours d'aujourd'hui portera sur deux dermatoses faciales assez importantes en pratique clinique, donc la rosacée et la dermatite séborrhéique. Donc on verra dans une première partie la dermatite séborrhéique et dans une deuxième la rosacée. Donc pour l'épidémiologie de la dermatite séborrhéique, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'elle concerne 2 à 3% de la population, donc c'est une maladie assez fréquente. Elle atteint préférentiellement donc la population masculine. Elle est en général aggravée par le stress, améliorée par le soleil. Et ce n'est pas considéré donc comme une maladie infectieuse à proprement parler, mais on remarque que les lésions de dermatite séborrhéique se développent dans les zones où la levure, donc Malassezia furfur, est en plus forte concentration. Donc on pose l'hypothèse donc d'une responsabilité de cette levure dans le développement des lésions. Je vous ai mis une image de microscopie de la levure. Donc cliniquement, la dermatite séborrhéique donc, touche les zones séborrhéiques du visage. Donc sur cette photo, on voit donc c'est une atteinte des sillons nasolabiaux, des sourcils, de la glabelle et de la lisière du cuir chevelu. On va également avoir une atteinte possible du tronc. En général, c'est au niveau de la face antérieure du thorax. Et donc la lésion alimentaire, c'est un érythème recouvert de squame grasse. Donc, je vous ai mis une photo assez typique de cette atteinte. On peut avoir également une atteinte du cuir chevelu qui peut être isolée ou associée à donc, des lésions du visage. On parle de pityriasis. Pityriasis peut être soit minime, donc on parle de pityriasis capitis, c'est un état pelliculaire simple, jusqu'à une atteinte beaucoup plus sévère, et on parlera du pityriasis amiantacé, dont l'aspect pourra faire même évoquer une pseudotaine. La dermatite séborrhéique reste une maladie qui va s'exprimer de façon plus sévère, donc chez les patients alcooliques dépendants, chez les patients VIH, les patients parkinsoniens et également les patients qui présentent un cancer, en général carcinome des voies aériennes et digestives supérieures. Un tableau assez particulier chez le nouveau-né, la dermatite séborrhéique va apparaître dès la 2e semaine de vie. On parle de croûte de lait au niveau du visage et du cuir chevelu, donc je vous ai mis une photo. On peut avoir également une atteinte du siège, une dermatite du siège, ainsi que des squames grasses sous les aisselles. Le tableau peut être plus ou moins sévère, et si l'atteinte est très profuse, on parlera d'érythrodermie de l'Ener-Moussus, sachant que l'évolution est spontanément favorable, donc il faut rassurer donc, les parents. Pour les diagnostics différentiels de la dermatite séborrhéique, donc on a le sébopsoriasis qui est impossible à différencier de la dermatite séborrhéique cliniquement. Ce sont les localisations donc extrafaciales et les antécédents du patient qui permettent de faire le diagnostic. La dermatite atopique, c'est donc une pathologie qui va déborder habituellement des zones séborrhéiques, comme on peut le voir sur la photo de cet enfant, et la rosacée donc qu'on voit dans la deuxième partie de ce cours. Au niveau des thérapeutiques disponibles, donc il faut retenir que les 3 objectifs sont la lutte contre la séborrhée, la lutte contre l'inflammation et la réduction de la colonisation de la peau par Malassezia. Donc il faut bien sûr préconiser une hygiène avec une base lavante douce. On peut proposer un antifongique topique, donc en général c'est le kétoconazole, et on peut également proposer du gluconate de lithium. Donc maintenant, on va voir la rosacée. Donc au niveau de l'épidémiologie pour la rosacée, pareil que la dermatite séborrhéique, elle concerne 2 à 3% de la population. Donc vous allez certainement en voir dans votre pratique clinique. Ce sont des pathologies vraiment très fréquentes. À l'inverse de la dermatite séborrhéique, la rosacée atteint préférentiellement la population féminine. Et elle atteint préférentiellement également donc, les phototypes clairs. On parle de malédiction des Celtes de façon courante. Alors, dans la rosacée, l'hypothèse est une anomalie primitive de la vascularisation faciale qui provoquerait un œdème local et favoriserait la colonisation de démodex qui engendrerait donc une réaction inflammatoire avec des papules et des pustules. On ne sait pas la physiopathologie exacte de cette dermatose, mais on sait qu'il y a donc une composante vasculaire, une surcolonisation par le démodex a priori, et donc une réaction inflammatoire. Et donc je vous ai mis en photo cette image donc de démodex. Et en général, les patientes qui présentent une rosacée, on a beaucoup de patientes qui présentent également un état migraineux. Au niveau clinique, donc pour les lésions correspondant à la composante vasculaire,
On va avoir donc des flushs que je peux pas vous mettre en photo. Donc les flushs sont des bouffées vasomotrices, donc un érythème qui survient lors des changements de température ou la prise d'aliments épicés, des boissons chaudes ou de l'alcool. Il faut bien retenir que dans la rosacée, les flushs ne sont pas accompagnés de signes généraux, par exemple à la différence des syndromes carcinoïdes. Et donc la coupe rose qui associe donc l'érythème et les télangiectasies. La coupe rose atteint, donc on voit sur ce visage, les joues, le nez, le menton et la partie médiane du front. Donc pour les lésions de la composante inflammatoire, on retrouve des papulopustules. Il faut faire attention, il n'y a pas de comédon, donc sinon on parlera donc d'acné. Et les papulopustules donc n'atteignent pas en général le pourtour de la bouche et des yeux. Alors cette forme un petit peu particulière de rosacée qu'on appelle rhinophyma, on la retrouve quasi uniquement donc chez les hommes après 50 ans. Il s'agit d'une dilatation des follicules pilaires et donc un épaississement de la peau qui devient très fibreuse. Donc pour les diagnostics différentiels de la rosacée, on retient l'acné. L'acné qui présentera donc une composante séboréique et des comédons, des lésions rétentionnelles qu'on ne retrouve pas du tout dans la rosacée. Je vous ai mis une photo d'acné. Le lupus érythémateux, qu'on voit en photo à droite, donc qui ne présentera pas de flush et en général pas de papulopustules. Et le troisième diagnostic différentiel principal, ce sera dermatite séborique, donc on a vu en première partie. Donc si vous avez un doute, vous pouvez biopsier le patient, sachant que la rosacée, comme la dermatite séborique, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sont des dermatoses à diagnostic non clinique. La biopsie cutanée sera utile en cas de vrai doute diagnostique avec une autre pathologie. Donc pour l'évolution de la rosacée, il faut retenir que c'est une maladie chronique et on peut voir des complications oculaires. Donc, certains patients se plaindront de sécheresse oculaire et d'autres pourront présenter donc une blépharite, une conjonctivite. Un point très important, vous savez sûrement que les dermocorticoïdes sont contre-indiqués dans la rosacée. Malgré cela, certains patients donc parfois s'automédiquent par dermocorticoïdes, ce qui donne une rosacée donc stéroïdienne qui est souvent plus grave que la rosacée initiale et on note une atteinte péribuccale et périoculaire qu'on n'a pas dans la rosacée classique, ainsi que des grandes télangiectasies. Donc pour les moyens thérapeutiques de la rosacée, donc pour traiter la coupe rose, on aura le laser qui aura une action sur la rougeur et les télangiectasies, mais a priori pas sur la fréquence des récidives et il est non remboursé. On aura également l'électrocoagulation. Pour les papulopustules, on pourra proposer du metronidazole topique ou de l'ivermectine topique, de la doxycycline perros, donc si l'atteinte est plus sévère. Et pour le rhinophyma, il n'est pas accessible donc par les traitements antibiotiques ou par électrocoagulation. Et donc là, on proposera soit directement une chirurgie, soit du laser CO2. Et donc, il faut bien retenir que les dermocorticoïdes sont contre-indiqués dans la rosacée. Voilà, donc c'est tout pour ce topo sur les dermatoses faciales. J'espère que ça vous aura aidé à retenir ces deux pathologies qui sont vraiment très fréquentes, je le répète, et vous serez forcément confronté à des patients avec ces atteintes. Merci et à bientôt.